suis tombé sur des dessins d'enfants que j'ai fait à 5 ans. C'est toujours des personnages animaux, toujours un peu ridicules, mais je ne me souviens pas du tout de les avoir fait avec une intention de les faire ridicules. Je les faisais... l'intention, c'était de les faire drôles, mais pas ridicules. Or, ils sont ridicules. Et c'est donc réussi. Et finalement, ils ressemblent pas mal aux dessins que je fais aujourd'hui, donc 65 ans après. Grégoire Solotareff, c'est un regard sur ce qui l'entoure. Un geste vif et rapide. Rien ne lui échappe des fluctuations d'un ciel, de la lumière sur 2 petites pommes dans une assiette. Il voit et sa main dessine. Il ressent et retranscrit une atmosphère, l'humeur d'un loup ou d'un éléphant. Il invente, dans ses livres pour enfants, des personnages anthropomorphes et poursuit, dans ses multiples croquis, ce compagnonnage avec les animaux, à l'affût de leur langage silencieux. Ici, un crocodile montrant les dents, là, un lapin magicien, fabuleux bestiaire d'êtres tendres, naïfs et parfois mordants. Un matin de juin, l'auteur nous reçoit dans son atelier du Marais, au dernier étage d'un escalier de pierre, sous les combles. En entrant, je me demande si un atelier n'est pas à lui seul une œuvre. N'est-il pas le prolongement de l'artiste ? Souvent, un atelier, c'est quelque chose qu'on trouve, et puis on y va parce que c'est une opportunité, on ne trouve pas ailleurs, etc. Mais quand on y reste longtemps, c'est vrai qu'on met sa marque, ça veut dire qu'on y est bien, plutôt, et donc on s'étale. Et puis on entasse des choses de travail, essentiellement, mais des choses aussi qui font plaisir à regarder. Très longtemps, j'ai eu un mur entier couvert d'images. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'avais fait, c'est à partir de ça que j'avais fait avec Alain Lesseau, un premier imagier en 92 ou 90. Petit musée. Voilà, petit musée. Toutes sortes de choses habitent l'endroit. Des livres, des encres et des pinceaux, des crayons, des dessins en vrac ou encadrés, des photos, des objets, des carnets en pagaille. L'énumération serait plaisante mais vaine. C'est l'ensemble hétéroclite qui procure l'atmosphère chaleureuse et excitante. Ici, je fais plutôt du modelage avec la terre, dans ce coin-là. Et là-bas, je dessine plutôt dans les carnets. Au fur et à mesure que je travaille, je repousse sur ma table les outils qui ne me servent pas. Et donc, tout se mélange, évidemment. Au bout d'un moment, c'est infernal. Et puis, quelquefois, j'en peux plus. Et je débarrasse ça. C'est-à-dire, je fais des tas, je sélectionne, et puis je me fais une petite place d'1 mètre carré pour pouvoir respirer. Mais c'est plutôt là-bas. Travailler le volume et inventer des figures stylisées aux formes épurées. L'autre jour, je cherchais un animal un peu brut, un peu archaïque. J'avais envie de faire un siège, comme ça. J'ai une idée comme ça qui me trotte par la tête depuis longtemps, de faire une série de sièges, des sièges qui soient que des animaux. Dans une pièce de bois, comme j'ai fait des bancs publics en Bretagne il y a quelques années, je fais une sorte de chien un peu préhistorique. Et donc je fais des maquettes en terre, mais d'abord un croquis. Un prochain album se prépare pour l'automne. Il aura pour titre Un ours. Mon prochain album, je suis en train de travailler dessus. Je commence avec du crayon. Ensuite du bic, de l'encre de Chine, et puis des crayons de couleur, et puis un peu de gouache ce qui me tombe sous la main, des feutres aussi. Ça, c'est mes croquis. Mes croquis, parce que je ne sais pas exactement comment je vais les faire, comment je vais réaliser les images définitives. Au départ, j'ai envie de changer. Donc j'ai envie de changer de technique par rapport à ce qui existe déjà. Et donc je commence par quelque chose, et puis finalement, j'arrive à peu près à la même chose chaque fois. Mais cette fois-ci, j'espère que je vais le faire un peu différemment. Chaque création amène une remise à plat de l'acquis
pour initier un geste à la fois exercé et libre. Ça, c'est n'importe quoi comme matériau. De crayons, de l'encre, des feutres, de l'encre de couleur. Tu vois, c'est des croquis. Et j'aimerais faire des livres comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils soient plus un work in progress, tu vois, que des images qui sont nécessairement recopiées, donc moins intéressantes. Dessiner, ça débute autour de la table familiale, comme pour bien des enfants. Mais pour la fratrie née d'Olga et Henri Lecaille, l'activité est encouragée et prend une place centrale à une période où les 4 enfants ne vont pas à l'école. Olga se charge de leur apprentissage à l'aide de cours par correspondance. Une vie peu conventionnelle, à l'égal des Wéwé, la troupe de musiciens de U. Alors, l'image que je conserve, la plus importante, on est tous à table, à dessiner ensemble, dans un salon à Beyrouth. Ma mère est là en train de faire quelque chose. Là, en l'occurrence, elle est en train de coudre quelque chose. Et au fond, c'est vrai que c'est cette image-là, parce que la plupart de notre temps d'enfance, c'était ça. C'était dessiner ensemble à la maison, puisqu'on n'allait pas à l'école. On a fait l'école très tardivement à la maison. On a appris ce qu'il fallait apprendre avec ma mère. Mais on n'allait pas à l'école parce que d'abord il n'y avait qu'une école française religieuse et ça nous convenait pas à Beyrouth, et donc du coup c'était à la maison, et c'était encore une fois, comme je te disais, quelque chose de provisoire. Il était question de rentrer en France, donc du coup on n'investissait pas tellement dans toute la vie normale. On devait rentrer en France, c'était l'idée, au fond l'horizon c'était ça. Naissance à Alexandrie, en Égypte, quelques années au Liban et en France. Une enfance marquée d'empreintes culturelles diverses, origine russe de la mère, peintre et écrivaine dont il a pris le nom de jeune fille Solotareff, origine libanaise du père, pédiatre, dans le texte que lui a consacré Adèle de Boucherville, il confie « Nous n'étions pas toujours en sécurité, on allait à la plage en se cachant au fond de la voiture. L'inquiétude faisait que chacun devait vivre à tout prix. Il y avait une grande vitalité, une grande effervescence pour répondre aux dangers. Nous avons vu des morts et des assassinats du balcon, par exemple. » On a fait pas mal de voyages parce que quand on habitait en Égypte, on venait tous les ans en France, en bateau. Là, c'était une expédition que je n'imagine même pas maintenant. C'est-à-dire que ma mère, avec 3 enfants à l'époque, partant en Bretagne, d'Alexandrie, en avion et en bateau, c'est absolument fou. C'était un déplacement, un déménagement chaque fois. Au bout de quelques mois, on revenait sur place, et puis on avait notre vie quotidienne tranquille, et avec beaucoup de dessins, beaucoup de choses à la maison. Cette complicité, elle existait. On était loin d'imaginer, à l'époque, qu'on allait faire des livres ensemble, les uns les autres. Cette connivence, amorcée dans l'enfance, notamment avec Nadja, résonne forte et indestructible à travers les histoires. Ils s'appellent Jeanne et Jean, Ulysse et Lila, et sont unis dans la peur ou dans l'aventure. Avant de devenir l'artiste multiple qu'on connaît, car outre les livres pour enfants, il s'est aussi tourné vers la sculpture, le cinéma d'animation et le théâtre. Grégoire Solotareff a été médecin. 10 ans, où, dit-il, il pense à autre chose, études et exercice du métier. Qu'est-ce qui m'a fait changer de voie, des rencontres ? C'est souvent le cas. Nadja aussi, allant vers une vie artistique, alors que moi, je faisais des remplacements assez durs en médecine, qui était le contraire de la liberté, le contraire de l'agrément. C'était vraiment au service d'une médecine quotidienne, difficile, des énormes journées très très occupées. Et puis la rencontre d'Alain Le Saux, qui avait, lui, une vie que je trouvais idéale assez rapidement. Lui, il faisait des petits crevards dans son coin sur un transat.
Je me disais, mais c'est extraordinaire de pouvoir vivre comme ça. Sentiment aussi, un sentiment probablement que je reconstruis maintenant, dont j'avais pas notion à l'époque, un sentiment d'éphémère. Cette idée de devoir, de partir, de changer souvent d'endroit, finalement, fait qu'on ne s'installe pas dans les choses qu'on transmet. Que cette notion, c'est vrai, de statique, de famille, d'héritage, et aussi de géographie qui est toujours la même, je pense que je n'ai pas ça. Je n'ai pas l'impression d'être français ou quoi que ce soit spécialement. J'ai l'impression qu'on vient de partout et c'est vrai qu'on se nourrit des choses qu'on a dites autour de vous, etc. Et c'est vrai que les ciels clairs... ça a marqué toute mon enfance. Et même la Bretagne, qui est très très changeante, a des lumières extrêmement fortes. Et donc tout ça, c'est très important. Et c'est vrai que ça dit beaucoup de choses. J'ai des copains qui font des images qui sont extrêmement sombres. Et au fond, ça reflète une sorte d'angoisse. Or, quand on raconte une histoire, j'ai l'impression que... mon goût, c'est encore une histoire de goût. Mon goût va vers quelque chose de plus aventureux et plus extérieur que profond. J'ai pas envie de descendre en souterrain, j'ai envie plutôt d'aller sur la route. Mathieu, César, Ulysse s'essaient de nouvelles existences, quitte à prendre des risques sous d'autres horizons. Dans la famille Lecaille, l'art, tel un pôle, aimante ses membres, quelle que soit leur autre activité. Le père écrit de la poésie parallèlement à son métier de pédiatre et la mère dessine. Des artistes circulent dans la maison. Cette familiarité se transmet au fil des albums. La chambre dans laquelle se retrouvent Mathieu et Vincent évoque celle où Van Gogh attendait Gauguin. La chambre à coucher de Van Gogh à Arles. Peindre, dessiner, photographier, filmer, sculpter, fabriquer des images ou simplement les découvrir et les regarder, les amasser, les découper et les coller dans un cahier ou sur un mur. Chercher sans cesse des images, vivre pour ça, vivre de ça. Je suis un imagier. Quoi de plus naturel quand on est un fabricant d'images, d'offrir aux enfants des images des peintres. Des détails de tableaux de toutes les époques constituent le petit musée. Suivent les imagiers, on parle cette fois-ci de livres, de Van Gogh, Picasso, Renoir. N'est-ce pas là une manière de reconstituer le climat familial où toutes ces images à disposition abondaient? En étant recadré de façon extrêmement serrée, c'est quelque chose non seulement de reconnaissable, mais où on repère la patte du peintre. Voilà. Et moi, je trouve que c'est une façon de montrer aux enfants la peinture et de leur dire, voilà, Picasso, il voit une main de cette manière-là, et Renoir, il la voit autrement, et Matisse autrement. On se rend compte, si tu veux, le peintre se donne le droit de dire, voilà, pour moi, un visage, c'est comme ça. Picasso, avec les yeux de travers, il a le droit, et pourquoi moi, j'ai pas le droit, et donc on y va. Depuis 1994, il dirige Loulou et compagnie, la collection de l'École des loisirs pour les tout-petits. Des artistes aussi divers que Soledad Bravi, Kimiko, Alex Sanders et Mathieu Maudet créent des albums et témoignent de leur attachement à ce catalogue né sous le signe de la gaieté. D'où viennent les sources d'inspiration? L'impulsion, pour Grégoire Solotareff, réside sûrement dans la confiance que ses parents ont accordée à tous leurs enfants et peut-être dans ces scènes fascinantes de Jérôme Bosch. Il se souvient des heures où, inlassable, il scrutait les tableaux du flamand visionnaire. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est rarissime, c'est que c'est à la fois beau et drôle. Ce qui est presque incompatible dans l'art, sauf les génies. C'est de l'humour noir, c'est aussi macabre, etc. Mais c'est drôle parce que c'est chaque fois une caricature de personnage, une caricature de ces scènes. Regarde ça. Lui, c'est un personnage qui a deux pattes, qui tient une faucille, donc c'est l'image de la mort, et il est en même temps en train de péter. Et puis sur une facture absolument dingue, c'est une légèreté inouïe. Quand il commente la peinture, il est précis et passionné,
habité par l'étoile reproduite ou réelle, qu'il vous invite à découvrir dans un livre, sur son téléphone ou même au fond d'une église. C'est le Jardin des délices. Et donc, c'est un triptyque de Bosch qui rassemble toute son œuvre, à la fois religieuse, tourmentée, avec des scènes du paradis, Adam et Ève avec Dieu. L'idée à la fois du dérisoire, de l'humour, du macabre. C'est la vie, quoi. La vie en exagéré. Les animaux sont extraordinairement beaux et en même temps ridicules, comme quelquefois comme attitude. Chaque petite scène, et il y en a 200, est un tableau magnifique. C'est exemplaire parce que on a l'impression que c'est une liberté totale de sujet. C'est un peintre qui, quand on pense que c'est il y a plus de 500 ans, faisait ce qu'il voulait dans un village à Bois-le-Duc, qui a été français mais qui était flamand. Il y a très peu de tableaux de Jérôme Bosch qui restent, il y en a une trentaine en tout. Mais il n'y a pas une chose qui n'est pas extraordinaire. L'alliance hallucinante de la grâce et de l'humour. On ne montre pas assez aux enfants Jérôme Bosch. En mettant en scène Adam et Ève, il s'amuse et Ève célèbre la gourmandise en devenant pâtissière. Bruegel est plus sérieux, il est un peu plus tardif, il a à peu près 100 ans plus tard, et donc il est pure Renaissance flamande, mais c'est le quotidien. Il y a aussi des scènes allégoriques, mais disons que c'est ça qui m'a donné envie. Au fond, c'est ces paysages-là de neige qui étaient un peu mythiques dans la famille quand on était en Orient. C'est-à-dire que c'était ça qui donnait envie. C'est là qu'on irait, quoi, un jour. Les deux Bosch et Bruegel, pour moi, c'est le summum absolu de la peinture. Et dans la collection d'images mémorisées, il faudrait citer celle d'André François, de Saul Steinberg, deux autres maîtres incontestés du dessin, et encore Fouquet, Doré, Ensor, Granville, dit-il. Tous ces maîtres de moulin, maîtres des puits d'Amiens, qui n'ont pas signé leurs dessins et qui sont les plus grands. Et André François aussi, magistral larme de crocodile, exemplaire. Et c'est là qu'on voit que quelquefois, les livres pour enfants sont de l'art. Inventer une histoire, comment faire, par où commencer? Où se cache le trésor secret qui contient toutes les histoires possibles? Tout commence dans le grenier d'une maison qui dort, dans le cœur d'un garçon qui ne dort pas, peut-on lire en 4e de couverture d'une nuit. Et Melchior, le drôle de bonhomme aux lunettes rondes, alter ego de l'auteur, de poursuivre. Avant d'écrire ou de dessiner les histoires, il faut les inventer. Et pour les inventer, il faut les fabriquer. Dès qu'une chose est oubliée dans ta maison, je l'entrepose ici pour qu'elle ne se perde pas. Je suis là pour ça. Pour fabriquer des histoires, il faut d'abord se souvenir des choses. Il ne faut rien oublier. C'est le mouvement qui caractérise le trait de Grégoire Solotareff, l'élan, jamais rien de figé. À peine veut-on le décrire qu'il a déjà évolué, allégé de tout savoir-faire. Dessiner, c'est s'approprier des choses pour se construire un monde, quoi. Et au fond, tous les enfants pourraient dessiner. Tous les enfants savent dessiner à peu près, pas de la même façon, mais ils ont à peu près autant de capacités les uns que les autres. Simplement, on les encourage pas. On les encourage pas et même on les décourage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une notion de la réalité, c'est-à-dire ils veulent s'approprier quelque chose et la reproduire telle qu'elle est. C'est-à-dire que ça ressemble. Donc, autrement dit, faire une photo en dessin, quoi. Ça, c'est à peu près vers 7 ans. Voilà, je vais dessiner un avion, mais il est incapable de dessiner un avion réaliste. Soit il est découragé parce qu'on lui dit « Oh, dis donc, ton avion, il ressemble à rien », soit il accepte l'idée que le dessin, c'est la liberté. On fait ce qu'on veut en dessin. Et ça, c'est à cet âge-là à peu près que ça se passe. Ouais. Ce que disait Matisse. Matisse disait tout le monde sait dessiner, il suffit de savoir oser. C'est-à-dire ne pas tenir compte du jugement. D'abord des parents, ensuite de l'entourage, ou du grand frère, ou du prof, etc. À ce moment-là, on sent qu'il y a un pouvoir dans le dessin. Le pouvoir de se construire un monde à soi qui regarde personne. Au départ, tu te cherches, tu sais pas
dans quel sens tu veux aller, qu'est-ce qui te correspond. Il faut un peu de recul. C'est bien après que ça devient un plaisir. Au début, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est une vie difficile. C'est difficile de s'admettre artiste. C'est difficile de croire en soi. C'est juste l'idée que essayer de trouver quelque chose qui te correspond. C'est que plus tu travailles, plus ton dessin s'améliore. Un point, c'est tout. C'est-à-dire que tu crois au début que le dessin d'un premier jet est le meilleur. C'est le meilleur à condition qu'il y ait énormément de travail derrière. On ouvre un album et les couleurs intenses et vives nous saisissent. Rocher rouge, ciel orange ou mauve, elles participent grandement au récit par leur pouvoir émotionnel. Elles surprennent, transportent, réveillent le lecteur. Dans l'art moderne, pour moi, il y a effectivement Picasso et Matisse. Deux caractères opposés. Matisse qui prône la sérénité et qui donne des tableaux de plaisir, et Picasso qui chahute et qui provoque et qui veut être le génie du siècle, ce qu'il arrive à être malgré tout, considéré comme tel en tout cas. Il veut qu'on ne regarde plus la peinture de la même façon après son passage, et c'est le cas. Il y arrive, et il est pourtant, moi je trouve, au point de vue goût, ça n'a rien à voir avec ça. Je trouve qu'il est moins fort que Matisse. Matisse, c'est vrai que sa période fauve est sa plus grande période, et c'est la découverte de la couleur simple, sortie du tube pratiquement. Et tu ne te sens pas influencé Je suis influencé parce que j'aime. Inspiré. On est inspiré parce qu'on aime. Oui. Il était une fois un lapin qui n'avait jamais vu de loup et un jeune loup qui n'avait jamais vu de lapin. Avec Loulou, en 1989, un tournant en effet s'opère dans le travail de l'auteur. Les couleurs éclatent en larges aplats de couleurs. Sur les doubles pages, une grande énergie s'en dégage. Il y a plusieurs histoires. C'est-à-dire que j'avais d'abord, à l'époque, une grande admiration pour Tom Ungerer, que j'ai toujours. Je trouvais que le défaut, il fallait bien trouver un défaut aux gens qu'on admire, c'est qu'il était sombre, qu'il était un peu germanique pour moi, comme caractère. Je me disais, au fond, ça me correspond pas, je perds mon temps à vouloir l'imiter, je vais faire quelque chose qui me correspond plus. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un dessin, parce que c'est mon caractère de dessiner vite, aussi, mais je vais le faire avec un fond en couleur, et pas un fond noir. Déjà, ça sera plus proche de mon caractère. J'ai ramé comme un malade, j'ai fait des dessins ridicules, avec de la cuisine d'illustrateurs, des agrandissements, des retouches, des trucs là, pour arriver à un livre que je trouvais nul. Et laborieux, misérable. Et donc j'en ai parlé à Nadja qui m'a dit, écoute, si tu trouves ça nul, ne rends pas ton livre. C'est simple. Et donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est quoi le programme? Le programme, c'est que j'ai fait un truc, je connais bien mon histoire, mais mon livre est nul. Je vais le faire, et puis, ça, c'est pas grave si je le rate. On y va. Aucune importance. J'en ferai un autre et un autre. Détachement. Le détachement. Voilà, détachement qui touche la liberté. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais pas regarder ce que j'ai fait. J'ai mon histoire en tête. Je vais faire mes dessins directement. Dans un élan d'une nuit. Voilà. Parce que, enfin, je devais le rendre le lendemain. Voilà, tu devais le rendre le lendemain. Et donc, j'avais cette obligation. Arrive Loulou, tu peux nous le montrer d'ailleurs. Voilà, j'avais cette obligation. Loulou, qu'Arthur Hubschmid a accepté. Alors oui, il a accepté en me disant, tu en vendras 50, parce que les grands-mères, elles vont pas aimer le loup qui mange le lapin. Et ces couleurs violentes, c'est pas du tout commercial. Mais moi, j'aime beaucoup, on y va. C'est intéressant comme expérience,
Non pas que ce soit le livre que je préfère, mais c'est intéressant comme expérience parce que c'est à la fois la décision de liberté, c'est la décision de se laisser aller en disant rien à faire que ça soit raté, on peut en faire 50, aucune importance. Après tout, personne ne va me punir. Et puis, la contrainte d'avoir la rendre le lendemain. Et donc, cette contrainte mélangée à cette liberté, ça c'est intéressant. Regardons cette image-là, qui est la première image que j'ai faite de Loulou avant d'attaquer le livre. C'est-à-dire que c'est intéressant, je n'ai pas fait la couverture à la fin, j'ai fait la couverture au début. Et j'avais fait une première image, un prémisse de cette couverture, mais bricolé en recherche. C'est-à-dire un tout petit croquis. Et donc je me suis dit, voilà, je vais faire une couverture qui est un peu dynamique, un peu marrante, et puis avec des couleurs qui me plaisent. Et donc du coup, de ça, c'est devenu ça. Ça, c'est bien meilleur que ça. Mais faire un livre cohérent, avec un impact, parce que c'est pas que du dessin, c'est pas de l'art, la littérature pour enfants. C'est de l'art commercial. Je dis c'est pas de l'art parce qu'il y a des contraintes de taille, il y a des contraintes de ressemblance des personnages que je suis incapable de faire d'une page à l'autre. Il y a tout un ensemble de paramètres qui ne sont pas comme la peinture ou le dessin libre. C'est pas la même chose. Il y a des contraintes. Première contrainte, la narration. C'est la suite de quelque chose et avant quelque chose d'autre. Donc c'est un ensemble de choses qui doivent être cohérentes. Et puis, il y a le matériau que tu dois utiliser, qui doit être toujours le même pour que le livre soit cohérent. Et voilà. Et tout ça, on peut dire que c'est un art contraint, c'est un art mineur, parce que contraint. C'est vrai que je renverse le cliché du loup parce que le loup m'intéresse comme personnage. Il m'intéresse comme personnage parce qu'il a un regard humain. C'est un personnage romanesque. Il est solitaire et à la fois social. Il est magnifique. Il est dans la nature. Il est poursuivi, il est anéanti par la civilisation. En France, il n'existe plus jusqu'à sa réintroduction. Et depuis La Bête du Gévaudan, en fait, depuis l'histoire de La Bête du Gévaudan, extraordinaire histoire. C'est un personnage de légende, c'est un personnage mythologique. Ça raconte quoi ? Ça raconte une histoire un loup qui n'a jamais vu le lapin. Et un lapin qui n'avait jamais vu le loup. Et d'une amitié qui s'est brisée. Du coup, il a essayé de revenir, mais le lapin il ne pouvait rien entendre. Et du coup, il est parti. Et il a eu vraiment peur. Et après, il est revenu. Et ça arrive dans la vie, ça ? Oui. Mais je pense c'est comme une amitié. C'est une amitié qui se brise, qui se repart. Mais pas seulement une histoire d'amitié. C'est l'acceptation de l'autre dans sa différence, une manière de vivre libre, insouciante. Comment devient-on ami ? Et comment le reste-t-on ? L'argument d'Odile prolonge celui exploré dans Loulou. Cette fois-ci, la relation se noue entre un enfant, Joe, et une petite crocodile qui croyait être une enfant. Ils se croisent à la rivière, s'apprivoisent. Odile rêve de cheveux. Joe lui offre une perruque. Mais est-il concevable d'être amis quand l'un risque de dévorer l'autre ? Si la peur et l'a priori sont écartés, pourquoi pas ? Pour ne pas le perdre, Odile avoue à son copain : « Je voulais te dire, en fait, je suis une crocodile. Les crocodiles n'ont pas de cheveux, voilà, c'est comme ça. Je suis comme je suis. Je mange de la mouette et j'ai pas de cheveux. Mais j'ai des écailles sur le dos et je suis super rapide. » Conversation renversante de sincérité, mais aussi avancée dans la connaissance de soi. Oui, parce que c'est le plus important. En fait, dans la vie, c'est les rencontres. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui gère la vie. C'est ça qui change la vie. Et donc, on ne vit pas seul. On est des animaux sociaux. Les rencontres et les surprises dans les rencontres et les déceptions dans les rencontres et les amours dans les rencontres, tout ça, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui fait la vie. L'amitié n'est pas la seule marque d'affection qui rapproche les êtres. Les enfants découvrent, au fil des récits, le nuancier infini des sentiments. Ils lisent, par exemple, qu'un roi lion peut veiller sur un petit éléphant, juste après lui avoir demandé de lui ficher la paix. Le roi des animaux et l'orphelin deviennent donc inséparables, comme deux frères, un grand et un petit. Ou plutôt,
comme un fils et son père, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Récit de filiation où, bientôt, s'inversent les rôles. L'entente tient à peu de choses parfois. Regardez, variation sur un mode minimal autour d'un mot unique, ami. Avez-vous remarqué ces duos d'amis campés souvent de dos à la fin des histoires? On a l'impression de lire dans leurs pensées. La relation amoureuse, elle, naît de l'expérience vécue à deux et non du fantasme de l'amour idéal. Il en va ainsi du beau couple de chats dans le chat rouge. Valentin vit seul dans la forêt, rejeté par les autres en raison de sa couleur, jusqu'au jour où surgit la chatte blanche. Ils font connaissance, jouent ensemble, échappent à un loup et à une sorcière. L'épreuve soude leur amour. Une féerie émane des paysages dont les teintes racontent l'apparition de Blanche-Neige, la grâce des amoureux glissant sur la neige, la solitude du loup dans la forêt. Évidemment, les animaux sont, en étant beaucoup mieux que nous, sont notre caricature, physiquement. Et c'est pas lui qui a inventé ça, puisque Ésope a déjà fait le travail, et lui, il l'a mis en forme façon 17e. Le génie, c'est, à nouveau, c'est l'humour qu'il y a dans cette description de notre société, en la transformant en animaux, qui sont des caractères, évidemment. Grégoire Solotareff pourrait faire sienne la pensée de Jean de La Fontaine « Je me sers des animaux pour instruire les hommes ». Recueil que tu avais quand tu étais enfant, voilà, et que tu as commencé à regarder très tôt. Que j'ai commencé à regarder très tôt et à copier très tôt. Et à copier, je m'inspirais vraiment. Et ce petit personnage c'est une merveille, ce petit personnage de renard, regarde la qualité du dessin. C'est ravissant, c'est délicat, c'est drôle et sérieux à la fois, parce qu'il faut être sérieux quand on dessine, puisque c'est du travail. Donc c'est pas juste de la plaisanterie, sinon on s'arrêterait aux blagues et on ne travaillerait pas. Donc il faut être sérieux dans l'intention de faire rire. À tous les âges, il s'est délecté de l'humour et de l'ironie des fables et partage avec le moraliste une curiosité pour la nature humaine. De Mathieu à Une histoire de vampire, en passant par Méchant petit prince, des portraits et des caractères, récits d'apprentissage où les enfants s'initient à la vie. Par ailleurs, le texte court et piquant semble une forme très appréciée par l'auteur. En témoignent Les garçons et les filles, son livre préféré, inventaire des 32 élèves d'une classe, croqué et présenté en quelques traits et anecdotes amusantes. Le corbeau et le renard. Donc, le renard partit avec son fromage. Mais dans sa fuite, ce gros malin était tombé et s'était enduit la fourrure de camembert. À la maison, sa femme lui dit « Écoute, Alex, il faut absolument que tu te laves, ça devient impossible. Que vont dire les enfants d'avoir un père qui sent aussi mauvais? Comment vas-tu leur expliquer qu'il faut se laver tous les jours si tu ne le fais pas toi-même? À propos, as-tu volé quelque chose pour le dîner? Il n'y a plus rien à manger et tu sais que les enfants sont affamés en rentrant de l'école. » Oui, je sais, dit le renard. Eh bien non, je n'ai rien trouvé, absolument rien. Et cette odeur, qu'est-ce que c'est? Tu sens le fromage? Oh, rien, c'est terrible à dire, mais je crois que ce sont mes pieds. Tu mens, Alex. Quand cesseras-tu de mentir? Tu es vraiment incorrigible. Tu as mangé du fromage, j'en suis sûr. Si je ne mentais pas, je ne volerais pas non plus et je ne vois pas ce que nous mangerions, dit le renard. Sa femme, désespérée par cette réponse, se demanda ce que leurs enfants allaient devenir. Le renard, lui, alla se laver en sifflotant. Comme il n'avait plus faim, il resta 1 heure dans son bain et en profita pour faire briller sa fourrure. C'est juste j'ai pensé à la fable de La Fontaine parce que j'avais peut-être pas d'anecdote de la veille, mais ce qui m'amusait, c'est de prouver dans un sens qu'il se passe toujours quelque chose dans la journée. Et puis, la vie secrète de la forêt, tableaux et crayonnés au fil des jours et des saisons qui déploient le petit peuple des bois. Pendant 2 ans, tous les matins, en venant ici, je racontais une histoire à partir d'une anecdote que j'avais vue la veille. Je me disais, chaque jour comporte une anecdote, un petit détail, une rencontre, un paysage, mais surtout des personnages, un dîner avec des copains, un clochard dans la rue, n'importe quoi. Quelque chose de la veille qu'on se force à se rappeler et qui est le démarrage d'une histoire. C'est du croquis, ça va très vite. C'est comme quand je fais des croquis, et je peux en faire 40 dans la journée sans problème.
Au début de l'année 2023, Johanna Journeau expose les dessins de Grégoire Solotareff dans sa galerie Un jour, une illustration. Le titre de sa présentation, Nous les bêtes, suggère que chacune d'entre elles s'adresse à nous. De grands panneaux accueillent les visiteurs. C'est les passants. En fait, j'avais croisé une espèce de foule qui sortait du métro dans une rue comme ça, boulevard Saint-Michel, et je me suis dit tiens, voilà un sujet. Sacré sujet que les passants. Y aurait-il un lien entre ces dessins aux contours vides et l'éphémère de la foule? Alors, c'était une foule avec un rayon de soleil dessus. Et donc, du coup, il y avait des traces de lumière sur les gens, avec des contre-jours, des arbres faisaient de l'ombre. Et donc, il y avait des raies de lumière sur les gens. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie de faire ça. Une foule anonyme. Plutôt, ils sont toujours en noir, les gens, à peu près, très souvent. Et puis, il y a des rayons de lumière de couleur dessus. Donc, j'ai fait d'abord les rayons de lumière. Et puis après, les personnages. Chacun a une idée, et donc va quelque part avec une idée de ce qu'il va faire, ou il pense à quelque chose. Voilà. Donc chacun a une espèce de pensée particulière. Qu'est-ce qu'il y a chez les animaux qui te fascine? Leur silence? L'innocence. L'innocence. Ils ne sont coupables de rien, contrairement à nous. Grégoire, quand on arrive dans cette salle, il y a une chose qui frappe, moi, à mon sens, c'est que c'est le regard. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense tout de suite quand on dessine un visage? Alors, moi, j'ai fait attention, en tout cas. Je commence par les yeux. Ah, tu commences par les yeux? Souvent, je commence par les yeux. Et paradoxalement, je leur donne un regard un peu précis, un peu humain, pour attirer. Enfin, c'est ça qui me plaît dans un visage, c'est le regard. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que des sentiments ou des personnalités que tu associerais à ces animaux? C'est changeant, je suis d'accord, oui. Mais comme ça. Le lapin, c'est la vitalité. Le loup, c'est la solitude. L'éléphant, ce serait la sérénité. Voilà, le chat, c'est l'interrogation. Pour nous, le chat, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est un monde à part. On l'associe à nous parce qu'on est familier de plus en plus, etc. Mais en fait, c'est un monde à part. C'est complètement incompréhensible, un chat. Le crocodile, c'est le méchant du cartoon, quoi. Le méchant caricatural avec les dents. C'est les dents. Alors vous, il y a un dessin qui vous plaît particulièrement, vous pouvez nous en parler? Mais celui qui me marque le plus, c'est le lapin jaune. Parce que je trouve que dans le lapin jaune, plus que les autres, je ne sais pas pourquoi, on a vraiment tout Grégoire. Tout l'art de Grégoire, mais partout. Mais celui-ci, le fond en couleur comme ça, très vif, très joyeux. Le regard, en fait, ce lapin, on a envie de l'avoir chez soi. On a envie de l'avoir avec nous. Ou qu'il existe vraiment, au choix. À la médiathèque Alexis de Tocqueville de Caen, une fresque couvre le mur du coin des enfants. Des animaux nous dévisagent, nous questionnent, nous font face. L'intitulé nous le confirme, ils nous observent. Maëlie, Yuna, Labaké, Ryan et Emmanuel, des enfants d'une classe de CM1, CM2 en visite, m'ont guidée et détaillent carnet d'esquisses et cette composition, étude de personnages de la petite exposition. C'est la fresque de Grégoire Solotareff. Il l'a fait spécialement pour la bibliothèque. Et il l'a fait dans son atelier. Et il y a plein d'espèces d'animaux et chacun a une expression différente. Il y en a certains qui sont heureux, d'autres tristes, d'autres timides, inquiets. Montrez-moi. Par exemple, on a des heureux là. Ouais. Là. Et là, on a des timides là. Là. Et l'éléphant aussi, là, il est timide. Ouais, aussi. et il y a des pas contents, comme tout en haut, là, l'ours. Oui. Ah, tu penses que l'ours n'est pas content là? Oui. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est Loulou parce que c'est le plus important. Que lui, sa tête est totalement coloriée en rose. Ah. Et avec des petites lunettes rouges. Ouais, il a aucune expression, c'est juste. C'est juste un loup. Et vous les trouvez comment ces dessins? Incroyable parce qu'on a de la chance de voir Solotareff en personne et ses dessins quoi. Quand on voit bien, on voit tout son atelier. Donc on voit le départ de la fresque.
Ah ouais, oui, en effet. Quand on nous avait fait visiter, on nous avait dit qu'il l'avait fait en plusieurs morceaux parce que il y a trop long. plusieurs mètres de Ça te fait penser à la jungle? La forêt. La forêt? Ouais. Il y a tellement d'animaux différents qui cohabitent, c'est bizarre, ça ressemble. Tous ces animaux ne se rassemblent jamais au même endroit, donc On voit que le début leur du buste corps et leur tête, c'est leur tête qui est la plus importante. Leur regard qui dit. Et il a mélangé du corps, un corps d'humain et avec les animaux. Avec la tête. Tu as raison. Il a aussi mélangé des animaux, par exemple, il y a un éléphant fragmenté à un chien, quoi. C'est un éléphant-chien. C'est drôle ça, quand même. C'est ouf. C'est ouf, hein. Ouf. Plus tard, les enfants dessinent à leur tour en s'inspirant de ce qu'ils ont lu, écouté, vu de l'univers de l'invité. Au fil du temps, le rire s'est hissé au rang d'un art de vivre dans la création de Grégoire Solotareff. Les 3 sorcières n'ont jamais été aussi radieuses et le méchant petit prince a fait du rire la règle de son royaume. Dans les 2 cas, l'intuition et la malice des enfants sont à l'œuvre. Quand on fait quelque chose de plus instinctif et de plus direct, comment dire, on contrôle moins. Voilà. C'est pas facile, c'est plus difficile, ça. Oui, se lâcher et garder une certaine grâce, c'est vachement difficile parce que c'est sans arrêt en train de te juger toi-même en disant c'est comme si tu étais à l'extérieur. Tu dis qu'est-ce qu'on va penser de ça? Est-ce que ça va être joli? Est-ce que tous ces trucs-là, il ne faut pas se les poser en fait. Il ne faut pas se poser la question du joli quand on dessine, surtout pas. Surtout pas. Se construire un monde à soi, pour Grégoire Solotareff, c'est certainement un monde où l'humour et l'irrévérence sont de mise. L'enfance, toujours, le guide. Et disons que la recherche du dessin d'enfant, c'est l'idéal, c'est comme le bonheur. Ce qui est important, c'est de le chercher, c'est pas de le trouver.